Un mot brutal a suffi pour fissurer 10 années de prudence diplomatique, déclenchant une onde de choc que personne n'avait anticipée. Pourtant, derrière l'apparente simplicité de cette menace, deux chiffres discordants s'entrechoquent. La méfiance accumulée et les milliards qui orientent chaque décision stratégique. Alors, comment comprendre ce retournement soudain et pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré réapparaît-il précisément au moment où les certitudes vacillent? Peut-être parce qu'un récit, même fulgurant, ouvre parfois la brèche d'un avenir qu'on croyait encore intangible. Ce récit ne cherche pas à amplifier le tumulte, mais à démêler ce qui, derrière chaque déclaration, modifie réellement l'équilibre déjà fragile entre sécurité promise et souveraineté négociée. La promesse est précise. Offrir une grille de lecture capable de distinguer l'assistance légitime de l'ingérence opportuniste en rappelant que chaque mot prononcé sur la scène internationale devient un signal interprété, monnayé et parfois déformé. Le bénéfice attendu est clair. Une boussole analytique concise et stable permettant d'anticiper les prochains enchaînements sans céder aux récits émotionnels. Mais cette clarté a un prix. Comprendre les risques implique d'examiner ce que les alliances coûtent réellement aux États concernés, ce qu'elles libèrent et surtout ce qu'elles enferment. L'enjeu dépasse les postures. Il touche aux flux énergétiques, aux contrats militaires, aux dépendances budgétaires qui, une fois établies, structurent plusieurs années de politique. Un micro-hook s'impose alors. Que se passe-t-il lorsque les principes affichés ne coïncident plus avec les mécanismes qui orientent les décisions? Ce point de tension sera la ligne directrice des sections suivantes. Deux faits, pourtant discrets au premier regard, révèlent l'ampleur de la bascule. En quelques heures seulement, une déclaration américaine a traversé l'Atlantique et modifié le ton diplomatique d'Abuja, tandis que plus de 200 millions de Nigérians ont perçu un glissement immédiat dans le discours officiel. Ce double mouvement, simultané et asymétrique, constitue la première fracture mesurable du moment. Derrière cette accélération s'enchaîne une mécanique familière. La phrase qui surgit depuis Washington, chargée d'intentions morales et de menaces implicites, devient un marqueur pour les chancelleries africaines, un prétexte pour les commentateurs internationaux, puis un terrain d'affrontement pour les opinions publiques. La rapidité du cycle, annonce, réaction, recadrage, dévoile une chronologie où chaque acteur tente de reprendre la main avant que le récit ne se fige. À ce stade, la parole nigériane cherche l'équilibre entre prudence stratégique et nécessité d'afficher une posture ferme. Sur la ligne sahélienne, cependant, un écho inattendu se renforce. Ibrahim Traoré, en rappelant l'exigence d'autonomie régionale, introduit un contre-rythme qui bouscule les certitudes établies. Sa voix ne s'oppose pas frontalement au calcul d'Abuja, mais elle recompose l'arrière-plan. Elle rappelle la mémoire des interventions étrangères, la fragilité des équilibres militaires et la lassitude croissante face aux dispositifs extérieurs. Cette présence narrative, diffuse mais persistante, reconfigure la lecture des événements en imposant un spectre plus large, celui des trajectoires africaines qui cherchent à rompre avec les précédents coûteux. Ainsi se met en place le nœud central. Plus qu'une succession d'annonces, la séquence actuelle révèle un agencement de causalité, mots, perception, décision, réplique, qui s'étire du delta du Niger jusqu'aux plaines du Sahel. Les chancelleries calculent, les marchés observent, les capitales s'ajustent. Et dans cet enchaînement, une question clé apparaît. La protection invoquée répond-elle aux besoins réels ou bien reproduit-elle les dépendances qui grignotent la marge politique des États concernés? Pour comprendre les premiers déplacements qui suivent la déflagration verbale venue de Washington, deux trajectoires individuelles permettent de lire ce que les déclarations officielles masquent parfois.
Chacune traduit un angle précis de la réaction nigériane et du fonctionnement régional, sans jamais se confondre avec les discours institutionnels. Le premier cas se déroule à Abuja, au sein du cabinet de sécurité réuni en urgence. Là, les conseillers décortiquent les signaux reçus des ambassades et les évaluations des services de renseignement. Les échanges restent sobres, mais la nervosité affleure. Répondre trop vite risquerait d'alimenter l'escalade, rester silencieux créerait un vide interprétatif. Derrière les formules polies, un enjeu gagne en épaisseur. Préserver l'image d'un État souverain tout en évitant l'isolement stratégique. Ce dilemme, discret mais crucial, structure les premières heures de décision. Le second cas, plus diffus, vient des rédactions de Lagos. Journalistes, analystes et producteurs de radio observent la montée soudaine de récits concurrents. Protection religieuse, risques sécuritaires, logiques économiques. Chaque angle attire un public différent, impose un lexique spécifique et influence la perception collective. En quelques cycles médiatiques, la tension n'est plus seulement diplomatique, elle devient un débat interne sur les priorités nationales. Les rédactions tentent de stabiliser leurs lignes, mais les appels, messages et réactions en direct transforment l'information en flux glissant, alimenté par des émotions que les chiffres seuls ne suffisent plus à contenir. Entre ces deux espaces, la salle fermée du cabinet et l'agitation ouverte des médias, se dessine une même interrogation, condensée mais essentielle. Quelle réponse permettrait au pays de tenir son cap sans perdre son équilibre? Tout commence par une phrase lâchée depuis un podium américain. Une phrase brève, chargée, tranchante. Elle franchit les fuseaux horaires, bouscule les rédactions africaines et impose un premier mouvement. Comprendre si la menace relève du geste politique, de la pression religieuse ou d'un calcul stratégique désormais explicite. Le déclic est là, instantané. La neige tombe dans un sens, puis dans l'autre. Abuja allume les lumières sonnées tardives de son cabinet de sécurité. Les téléphones crépitent, les conseillers cherchent un cadrage neutre. L'annonce américaine, simple en apparence, devient un multiplicateur d'incertitudes. Quiche Roat d'Arorin. Les radios de Lagos s'embrasent avant la fin de la journée. Les mots se répandent plus vite que les analyses. Certains y voient un rappel d'histoires anciennes, d'autres un signe d'ingérence déguisée. Les pasteurs traduisent la menace à leur manière. Les imams la replacent dans une mémoire encore vive. Le terme vicieusement se dissémine en slogans, en pancartes, en commentaires. Le débat se polarise. Les premières fissures apparaissent. Le gouvernement publie un communiqué prudent, trop prudent, mal compris. Il déclenche au lieu d'apaiser une vague de soupçons. Le haut du courant s'organise. Paris envoie des envoyés spéciaux. Washington renforce des dispositifs diplomatiques. Moscou transmet des signaux minimalistes mais insistants. Pékin observe avec un silence presque volontaire. Chaque capitale y projette ses intérêts. Chaque capitale y voit une porte ou une brèche. Dans cette confusion méthodique, la séquence s'accélère. Le chaos trao éclate lorsque les réseaux prennent le relais. Des images circulent, des comparaisons surgissent, un terrain narratif parallèle émerge. Là, la figure d'Ibrahim Traoré ressurgit comme un contre-discours, une silhouette, un geste, une phrase, un symbole de souveraineté impatiente. Ces interventions deviennent, sans qu'il y pousse nécessairement, des repères pour une jeunesse connectée, saturée de contradictions internationales et avide d'un langage direct. Ce glissement n'est pas orchestral, il est viral, spontané, extensible. Il rouvre des débats que les chancelleries préféraient éclos. Le sommet improvisé, voulu par Tinubu, accentue le mouvement. Les positions s'entrechoquent. L'argumentaire officiel tente d'harmoniser sécurité, coopération
et dignité. Le bloc sahélien oppose une autre chronologie, fondée sur la rupture assumée. Le résultat est ambigu. Rien n'est signé, mais les lignes bougent. Sous la surface, une tension structurelle grandit. La dialectique protéger versus défendre envahit chaque intervention. Personne ne veut le dire ouvertement, mais chacun sait que le centre de gravité glisse. Vient alors le Duchamp. Les ambassades occidentales renforcent leurs mesures internes. Les marchés pétroliers tremblent. Le Nera cède brièvement. Des milices locales dans le nord du Nigeria se réorganisent autour d'un mot d'ordre: tenir sans attendre l'étranger. Les médias internationaux parlent déjà de tensions internes. Mais au Nigeria, on y voit un débat fondateur, un débat long, un débat structurant. La question n'est plus la phrase de départ, mais ce qu'elle révèle et ce qu'elle déclenche dans les alliances, les doctrines, les budgets, les fidélités. À ce stade, la séquence est déployée, un choc, une montée, une onde résiduelle. Ce qui reste à mesurer, désormais, ce n'est pas le volume des discours, mais la profondeur des transformations qu'ils annoncent. Pour comprendre ce que la crise révèle vraiment, il faut revenir à 3 données chiffrées, chacune formant un axe de lecture indispensable pour mesurer la transition entre dépendance assumée et souveraineté recherchée. Le mouvement baseline delta apparaît nettement. Ce ne sont pas les discours qui tracent les limites de l'autonomie, mais les bilans budgétaires, les contrats logistiques et l'origine des équipements militaires. C'est cette géométrie silencieuse qui conditionne le champ de manœuvre réel bien plus que les formules publiques. Premier chiffre: 86 millions de dollars d'équipements américains livrés au Nigeria en 2024, soit une hausse de 42% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation traduit une demande accrue de capacités opérationnelles, mais surtout un renforcement des liens contractuels. Cette dépendance accrue crée un effet d'ancrage budgétaire difficile à inverser rapidement. Le Nigeria bénéficie de matériel modernisé, mais l'obtention de ces équipements implique des engagements annexes, souvent invisibles dans les communiqués officiels. Deuxième chiffre, la dette extérieure nigériane franchit 45 milliards de dollars, tandis que 22% des dépenses de sécurité nationale proviennent de financements conditionnés. Ce ratio illustre une tension durable entre autonomie stratégique et besoins immédiats. Cette proportion élevée limite la capacité de l'État à ajuster sa politique sans consulter ses partenaires extérieurs. Elle suggère aussi que la souveraineté institutionnelle reste vulnérable aux variations du soutien international, surtout en période de pression sécuritaire. Troisième chiffre: 38% des importations d'armement en Afrique de l'Ouest proviennent des pays de l'OTAN, contre 9% pour la Russie et 7% pour la Chine, tandis qu'au Burkina Faso, 61% des nouvelles acquisitions militaires proviennent désormais de partenariats africains ou asiatiques. Ce décalage révèle deux dynamiques distinctes. Cette divergence régionale montre comment certaines capitales réorientent lentement leur dépendance. Elle met également en lumière une tendance émergente: l'émergence de circuits d'approvisionnement moins liés à l'architecture occidentale classique, sans toutefois la remplacer entièrement. Dans ce paysage fragmenté, la présence d'Ibrahim Traoré agit comme un révélateur et non comme une rupture isolée. Son insistance sur la réappropriation logistique résonne non pas comme une formule politique, mais comme une mise en perspective des coûts implicites de chaque accord étranger. Cette perspective ne remplace pas les réalités nigérianes, mais elle les éclaire sous un angle adjacent, celui d'une région qui tente de réécrire la cartographie de ses dépendances, parfois au prix d'efforts institutionnels considérables. Ce que montrent ces trois chiffres mis bout à bout dépasse la simple addition. Ils dessinent une courbe où l'aide extérieure augmente, la marge de manœuvre se réduit et les tentatives d'autonomie
se heurtent à des obstacles logistico-financiers encore massifs. La rhétorique, qu'elle vienne d'Abuja ou des capitales étrangères, pèse moins que cette mécanique. Plus un État reçoit, plus il engage sa trajectoire sur une voie difficile à infléchir. Le défi n'est donc pas seulement sécuritaire, il est structurel. Et cette structure, chiffrée, découle directement des choix accumulés sur plusieurs années. Pour saisir l'ampleur du dilemme nigérian, il faut d'abord accorder à chaque camp la cohérence de son raisonnement. Le premier, proche du gouvernement de Tinubu, expose une thèse structurée. Face aux menaces transfrontalières, Boko Haram et les Iwao, aucun État de la région ne possède seul les ressources nécessaires pour stabiliser durablement le territoire. Selon eux, la coopération avec Washington n'est pas une reddition, mais un arbitrage stratégique. Elle permet l'accès à des drones, des instructeurs spécialisés, des renseignements partagés et un soutien matériel difficile à obtenir autrement. Leur argument repose sur une réalité simple. Refuser l'aide, c'est prolonger l'insécurité et mettre en danger des civils dont l'État a la charge. Le second camp, inspiré par les dynamiques sahéliennes, rejette cette posture avec une autre cohérence. Chaque base étrangère crée un précédent. Chaque mission externalisée fragilise la capacité locale à répondre dans la durée. Il rappelle les trajectoires d'Irak, de Libye et d'Afghanistan pour illustrer ce mécanisme où l'assistance d'urgence mène souvent à une dépendance structurelle. Dans cette lecture, l'externalisation du risque sécuritaire est un piège qui réduit la créativité institutionnelle et décourage l'investissement interne dans l'innovation militaire. Refuser les dispositifs extérieurs devient alors un acte de survie politique autant que stratégique. Mais le débat ne s'arrête pas à cette opposition frontale. Les données du Sahel, notamment les tendances observées depuis 2020 où les pays ayant réduit leur coopération militaire étrangère ont enregistré une amélioration relative de leur stabilité interne, introduisent une nuance essentielle. Ce chiffre ne constitue pas une loi, mais un indice. Il suggère que les réponses purement externalisées ne garantissant pas la résilience, tandis qu'un renforcement d'interne peut produire des effets tangibles, même modestes. Ainsi se dessine une conclusion intermédiaire. Les deux logiques possèdent des fondements valides, mais chacune rencontre une limite. Et c'est précisément dans cet espace de frottement que se joue le futur équilibre stratégique du Nigeria. L'Afrique ne chuchote plus. Le milieu du récit se cristallise à partir d'un glissement presque imperceptible. Ce ne sont plus les chancelleries qui fixent la température politique, mais une jeunesse hyper connectée qui refuse les récits préfabriqués. Les débats qui, hier encore, se jouaient dans les bureaux feutrés d'Abuja se retrouvent soudain déplacés vers les marchés, les campus et les réseaux où les mots circulent sans contrôle institutionnel. Ce déplacement transforme la crise en miroir social. Il impose un rythme neuf, plus rapide, plus anguleux, moins prévisible. Dans cette dynamique, la figure d'Ibrahim Traoré acquiert une fonction inattendue. Non pas celle d'un modèle à suivre, mais d'un repère cognitif pour une génération qui cherche un langage d'autonomie. La référence n'est pas une imitation, c'est une boussole culturelle. Elle sert à mesurer ce qui, dans le discours officiel, sonne trop aligné ou trop prudent. La rupture n'est donc pas militaire, mais mentale. Le midpoint reveal est là. Le centre de gravité ne se trouve plus entre Abuja et Washington, mais dans une Afrique qui demande à décider pour elle-même. La bascule n'est pas spectaculaire, mais elle est irréversible. Pour les citoyens ordinaires, les conséquences se matérialisent avant tout dans la vie quotidienne. La flambée des débats autour de la souveraineté se traduit par une tension plus nette dans les prix du carburant, les rythmes de distribution et la perception générale de la sécurité. Les radios locales répètent les mêmes interrogations.
La coopération annoncée protège-t-elle réellement les quartiers les plus exposés ou reproduit-elle les cycles d'attente et de dépendance? Ce déplacement du questionnement vers la rue crée un filtre nouveau, celui où chaque promesse doit désormais produire un résultat visible. Du côté des entreprises, la crise provoque des réajustements rapides. Les investisseurs étrangers ralentissent momentanément leurs engagements, redoutant une polarisation politique durable, tandis que les acteurs régionaux resserrent leurs liens pour amortir l'incertitude. Cette recomposition discrète modifie les priorités. Moins de dépendance globale, davantage de flux internes entre Lagos, Accra et Abidjan. Les entreprises doivent alors naviguer entre prudence financière et opportunités ouvertes par un marché ouest-africain plus dense mais aussi plus volatile. Pour les institutions publiques, la pression devient structurelle. Les discours contradictoires obligent l'État à clarifier sa position, à ajuster ses dispositifs de sécurité et à réévaluer l'équilibre entre assistance extérieure et autonomie opérationnelle. Dans ce climat déjà tendu, chaque communiqué officiel est interprété comme un signal stratégique. L'administration doit composer avec une opinion fragmentée tout en maîtrisant ses relations avec les capitales étrangères qui chacune tente d'étendre son influence. Le gouvernement avance donc sur un fil oscillant entre affirmation nationale et gestion pragmatique des contraintes. Enfin, dans la région, les répercussions s'amplifient. L'axe sahélien, Bamako, Ouagadougou, Niamey, gagne en visibilité en affirmant une ligne plus franche, rupture avec les dépendances sécuritaires, recentrage sur les coalitions africaines. Dans cette dynamique, la référence à Ibrahim Traoré structure les imaginaires et donne un cadre d'interprétation supplémentaire aux observateurs ouest-africains. Les sommets régionaux deviennent des espaces où deux visions s'opposent ouvertement, celle d'un continent articulé autour des partenariats extérieurs et celle d'un autre, plus impatient, revendiquant une cohérence interne encore en construction. Ainsi se referme le Curiosity Loop amorcé au midpoint. La question n'est plus seulement qui décide, mais qui supporte les effets des décisions. Les réponses, différentes selon les groupes, convergent pourtant vers un même constat. Les mots prononcés loin des frontières nigérianes se traduisent toujours par des ajustements concrets dans la vie des populations et dans l'équilibre des États. Sur les prochains mois, trois trajectoires se dessinent, chacune plausible selon l'intensité des pressions extérieures, la capacité d'Abuja à stabiliser son récit politique et l'évolution des tensions régionales. L'incertitude ne réside pas dans les intentions affichées, mais dans la manière dont les alliances seront perçues et réinterprétées par les acteurs locaux, économiques et diplomatiques. La période qui s'ouvre est donc un champ de force plus qu'un simple enchaînement de décisions. Scénario de base, la prudence calculée. Le Nigeria maintient sa coopération sécuritaire tout en cherchant à réduire progressivement certaines dépendances contractuelles. Les signaux publics restent mesurés. Les partenaires occidentaux adoptent une posture de soutien ciblé. Les tensions religieuses s'atténuent sans disparaître totalement, et les réajustements budgétaires permettent une forme de stabilité relative. Abuja évite les ruptures frontales, préférant une stratégie d'équilibre qui rassure sans enthousiasmer. Ce scénario, le plus probable, garantit un répit mais ne règle pas les débats structurels. Scénario optimiste. La bascule panafricaine. Les dynamiques internes convergent vers une politique plus autonome. Les accords régionaux se renforcent, notamment avec le Sahel, et une coopération sécuritaire interafricaine se met en place avec une visibilité accrue. Les flux économiques se recentrent sur l'espace ouest africain, créant un début de cohésion stratégique. Ce choix implique des sacrifices: ralentissement diplomatique, critiques occidentales, mais il procure un gain politique significatif,
une cohérence nouvelle dans les priorités nationales. La transition reste fragile, mais elle inspire une recomposition durable. Scénario pessimiste. La spirale de dépendance. Sous la pression combinée de Washington et du FMI, Abuja accepte de nouvelles tranches d'aide conditionnelles. Les dispositifs de formation et de supervision se renforcent, réduisant progressivement la marge d'autonomie institutionnelle. Les milices locales se radicalisent en réaction, tandis que les médias internationaux décrivent une montée des tensions internes. L'État, pris dans un engrenage, peine à se dégager des engagements accumulés. La souveraineté devient un mot, non une pratique. Au-delà de ces trajectoires, une attitude analytique demeure indispensable. Considérer chaque évolution non comme une rupture isolée, mais comme la continuité logique d'un système où dépendance et autonomie s'entrecroisent sans cesse. Pour les citoyens ordinaires, la crise ne se lit ni dans les communiqués diplomatiques, ni dans les analyses techniques, mais dans les réalités matérielles qu'ils affrontent chaque semaine. Les variations du prix du carburant, les tensions autour de la sécurité locale et les débats religieux forment un ensemble d'incertitudes qui pèsent directement sur leur perception du pouvoir. Ils attendent moins des slogans que des signes concrets de stabilité. Leur demande, souvent silencieuse, est simple: mieux comprendre ce qui détermine leur quotidien lorsqu'une déclaration venue de l'étranger modifie soudain les équilibres internes. Pour la jeunesse connectée, la situation se joue davantage dans les récits que dans les bilans. Elle observe, compare, commente et transforme chaque discours en matériau symbolique. Les réseaux deviennent un espace où l'on teste la crédibilité des dirigeants et où l'on reformule les questions de souveraineté en langage culturel. Cette génération ne se contente plus de suivre l'actualité. Elle la remixe, la détourne et l'intègre dans ses propres pratiques. Sa contribution est décisive, car elle façonne la vitesse à laquelle les récits circulent et se transforment. Quant à la diaspora, elle occupe une position charnière. Elle reçoit les récits depuis l'extérieur, les confronte aux images internationales, puis les renvoie vers les familles restées au pays. Ce rôle de résonance amplifie certaines inquiétudes tout en corrigeant des interprétations approximatives. Sa participation dépasse les transferts financiers. Elle contribue à structurer une compréhension plurielle des enjeux entre expériences vécues et analyses distantes. Dans ce triple faisceau, une suggestion s'impose: suivre les évolutions non comme un bloc homogène, mais comme un ensemble de perceptions distinctes, chacune révélant un angle essentiel de la transition en cours. Un itinéraire praticable doit s'appuyer sur des actions nettes, coordonnées et mesurables. Dans cette perspective, 5 étapes permettent d'articuler une sortie de crise progressive tout en préservant la marge de manœuvre institutionnelle du Nigeria. La voix d'Ibrahim Traoré sert ici non de modèle, mais de rappel: la souveraineté n'est pas un slogan, elle se construit par séquence. Étape 1: rééquilibrer la sécurité. L'État nigérian réduit de 15% sa dépendance logistique aux dispositifs étrangers d'ici 12 mois, tout en renforçant la formation interne. L'indicateur clé est simple: atteindre 80% d'autonomie opérationnelle sur les bases nationales. Cette transition limite les défaillances créées par la maintenance externalisée. Étape 2: mutualiser la défense régionale. Les capitales ouest africaines relancent un cadre interafricain fondé sur le renseignement partagé et la coordination frontalière. Le point de contrôle se mesure par le nombre d'opérations conjointes effectuées chaque trimestre. La dynamique sahélienne offre un précédent qui, s'il est adapté, peut stabiliser les zones frontalières. Étape 3: redéfinir la diplomatie énergétique. Abuja
consacre 5% de ses revenus pétroliers à un fonds souverain destiné à la transformation locale. Le progrès se suit via la part du brut raffiné sur le territoire. Ce choix réduit la vulnérabilité face aux fluctuations du marché. Étape 4. Réinvestir l'éducation civique. Les écoles et universités introduisent des modules d'histoire africaine contemporaine. Le suivi repose sur le taux d'intégration des programmes dans les cursus publics. Ce geste structure une culture politique autonome. Étape 5. Évaluer la gouvernance. Un rapport semestriel présente les partenariats internationaux, leurs coûts et leurs résultats. Le critère principal est la transparence accessible aux citoyens. Ce processus consolide la confiance publique. Ces 5 pas esquissent une progression précise, réalisable, vérifiable. Dans le cabinet feutré d'Abuja, comme dans l'agitation des rédactions de Lagos, les premières réactions avaient dessiné deux mondes distincts. L'un pesait chaque mot pour éviter l'escalade, l'autre cherchait à comprendre ce que ces mots faisaient réellement naître. Ce décalage, invisible au départ, devient ici un fil conducteur, rappelant que les décisions politiques ne prennent sens que lorsqu'elles rencontrent le regard de celles et ceux qui doivent en vivre les conséquences. Le contraste de ces deux espaces revient comme un motif. Prudence institutionnelle d'un côté, tension médiatique de l'autre. Dans cette traversée, la silhouette d'Ibrahim Traoré continue de résonner non comme une figure à imiter, mais comme un rappel des choix difficiles qui accompagnent toute ambition souveraine. Le récit, qui s'étend du delta du Niger au Sahel, s'unit alors autour d'une même idée: tenir sa ligne, même lorsque les pressions extérieures s'intensifient. La dignité ne se délègue pas. Ce point d'ancrage ne propose pas de solution miracle. Il rappelle simplement que chaque nation construit son chemin, parfois lentement, parfois douloureusement, mais toujours à partir d'un principe cardinal: refuser de laisser d'autres raconter son histoire à sa place. Reste alors ce que les crises révèlent toujours: la part de responsabilité qui revient à chacun lorsqu'un récit politique franchit les frontières et s'installe dans les conversations quotidiennes. Les mots prononcés à Washington, Abuja ou Ouagadougou deviennent, tôt ou tard, des fragments de débat dans les maisons, les marchés et les espaces numériques, où se reformule la manière de comprendre l'Afrique contemporaine. Cette circulation crée un tissu social où les interprétations se rencontrent, se contredisent, puis finissent par dessiner un horizon commun. Dans ce cadre mouvant, suivre, discuter, vérifier et questionner devient un acte civique discret mais essentiel. Les tensions géopolitiques ne disparaissent pas parce qu'on s'y intéresse. Elles deviennent simplement moins opaques, moins imposées, plus accessibles. Ce geste, modeste en apparence, participe déjà à rééquilibrer les rapports entre récits officiels et attentes citoyennes. Si vous souhaitez prolonger ce fil, partager ce texte, débattre d'un passage ou confronter une intuition, l'espace vous appartient. Et vous, quelle place accordez-vous à la voix des peuples dans l'écriture des prochains mois?